Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer maintenant. Donc, je pense que vous me connaissez, Quentin Lallemand, chargé de mission chez Fibois Occitanie, l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. Donc, ce webinaire, c'est le dernier d'une série de 6 webinaires. Donc, série de webinaires qui est organisée en collaboration avec ETF Occitanie, l'association des ETF en Occitanie, et PEFC Territoire. Donc voilà, les précédents webinaires sont disponibles en replay si vous les avez manqués. Donc quelques rappels rapides pour ce webinaire. Pensez à bien couper vos micros. Pour les questions, donc, vous avez le chat. Vous pouvez les mettre au fur et à mesure de la présentation. On y reviendra en détail à la fin du webinaire. Il y a un temps qui est prévu pour ça. Et donc le webinaire, il est enregistré ce soir et donc le replay sera disponible sur YouTube très prochainement. Donc pour introduire le webinaire, on va rapidement présenter les structures partenaires et après on rentrera dans le vif du sujet avec PEFC, la présentation donc, du nouveau standard et des évolutions. Donc pour commencer, Fibo Occitanie, on est l'interprofession de la filière forêt-bois en région Occitanie. On rassemble l'ensemble des professionnels de la filière, du détenteur de la ressource jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Aujourd'hui, Fibo Occitanie, c'est 150 adhérents, 13 organisations professionnelles réparties en 5 collèges et donc ils siègent tous à notre conseil d'administration. Nos missions sont multiples, donc animer et coordonner le réseau régional précité, communiquer sur la promotion de la filière et sur le produit bois sous toutes ses formes, accompagner les entreprises et les acteurs, représenter la filière dans les différentes instances, régionales, nationales et locales, et donc notre programme d'action, plus en détail, plus concret, donc il s'inscrit dans le cadre du contrat de filière qui est co-rédigé avec les acteurs de la filière, l'État, la région et l'ADEME, les principaux financeurs de la filière régionale. Et donc il va se déployer ce contrat de filière sous 4 grandes thématiques, donc l'image de la filière, la structuration économique, l'emploi et les compétences, et l'observation et la connaissance de la filière. Fibo Occitanie, on fait partie du réseau Fibois France, donc c'est le réseau des interprofessions régionales. Et donc voilà, ça permet le Fibois France est l'interlocutrice privilégiée au niveau national et ça permet de porter une parole commune auprès des institutions nationales et auprès de nos partenaires nationaux. Et on développe un certain nombre d'outils en commun, du coup, dans le cadre de ce réseau d'interprofession. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Vincent Fignez, le délégué de TF Occitanie, pour présenter sa structure et leur mission. Merci Quentin. Effectivement, je suis Vincent Fignuel, le délégué régional pour l'association des entrepreneurs de travaux forestiers. Notre association a été créée en 2023. Historiquement, on était rattaché à l'Union régionale, à la Fédération régionale des entrepreneurs du territoire. Nous faisons toujours partie de cette fédération au niveau national, la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire, qui nous accompagne quotidiennement et nous faisons donc un réseau avec cette fédération. L'objectif de notre association, c'était de se concentrer essentiellement sur la question forestière et d'accompagner les entrepreneurs sur toute la région d'Occitanie. On les représente auprès des pouvoirs publics notamment. On les accompagne sur tout le volet formation, sécurité, réglementation et toute la partie économique aussi, développement économique. Notamment, on les soutient dans le développement de leur structure. Ils peuvent nous solliciter à tout moment pour toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. On se positionne en véritable support pour les entrepreneurs, notamment. Et on les conseille, on les oriente, on les informe aussi concernant les subventions. Il faut savoir qu'à ce propos, on a été reconnu récemment par la région Occitanie comme l'organisme professionnel de référence pour accompagner la région sur l'appel à projet 2026. Voilà, on est une jeune association puisqu'on existe depuis 2023. On a un conseil d'administration dont Frédéric Vavasseur est notre vice-président ici présent notamment. Et on est accompagné aussi financièrement pour se développer par les pouvoirs publics tels que la DRAF, l'ADEME et la région Occitanie notamment. On compte aujourd'hui une petite cinquantaine d'adhérents sur toute la région. Vous avez ici les coordonnées. On est basé physiquement à Toulouse. On a également une assistante administrative à temps partiel, Marion Vasse, qui est également disponible pour nos adhérents et pour toutes les questions que vous pouvez avoir également. Vous pouvez nous contacter avec plaisir. Je vous remercie. Très bien, merci Vincent. Je vais maintenant laisser la parole du coup à Coralie Victoire, la déléguée territoriale Occitanie de PEFC Territoire, pour entrer dans le vif du sujet. Et donc je rappelle, si vous avez des questions à propos de l'intervention de Coralie, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bonsoir à tous. Bon, j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont connectées ce soir sont des personnes qui étaient déjà sur l'un des 5 webinaires avant.
Donc, en fait, cette slide, je ne vais pas vous la refaire puisque vous l'avez toutes déjà entendue, peut-être 2, 3, 4 fois. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet puisque, encore une fois, c'est le 6e webinaire. Un webinaire dédié à l'activité d'exploitation forestière, enfin, en gros, toutes les exigences associées à l'activité d'exploitation forestière. Donc, pour beaucoup, c'est de la redite piochée dans un peu des 5 webinaires en amont. Mais l'idée, là, c'était de focus vraiment sur le volet entreprise. Juste si vous l'avez pas bien en tête, je sais pas, pour les 2, 3 entreprises qui sont là, sachez que les exigences, nous, PFC Territoire, on les mettra en œuvre sur le terrain dans le cadre des contrôles qu'à partir de février. On va attendre de communiquer, d'avoir tous les outils en amont, mais globalement, le calendrier s'affine au fur et à mesure que l'année avance et du retard ou pas qu'on prend. Mais globalement, là, les contrôles sur le nouveau standard seront faits à partir de février. De telle manière à nous laisser le temps, nous, personnels, d'être formés, d'avoir nos outils et tout, d'avoir bien communiqué, d'avoir tous les supports à vous diffuser. Donc, voilà, on se retrouve sur le terrain en contrôle mi-février et après. Euh, je tenais à être rassurante, parce que c'est vrai que ça fait 6 webinaires, on parle des nouvelles exigences. Il y a quand même un grand tronc d'exigences, hein, une grande base d'exigences qui n'ont pas du tout évolué. Que ce soit la planification forestière, donc l'obligation d'avoir des DGD dès lors que plus de 10 hectares d'un seul tenant pour la forêt privée, la réalisation des travaux avec tout le matériel, l'impact sur les milieux. Enfin, je ne vais pas vous énumérer tous les points qui n'ont pas changé parce que je vous ai fait des slides dédiés pour vous rappeler les choses à bien faire en forêt, même si je ne doute pas que tout le monde travaille super bien. Mais globalement, il y a, je dirais, 70% des exigences qui n'ont pas bougé. Après, il y a eu un certain nombre d'évolutions dans le cadre de cette révision qui a lieu encore une fois tous les 5 ans, des clarifications, des termes qui n'étaient pas très précis, des exigences étaient assez subjectives sur le terrain, et qui créent un biais nécessairement obligatoire entre les contrôleurs des différents sites. Donc des clarifications, des évolutions, il y a des points qui existaient sous un format dans le standard actuel et qui vont évoluer avec le nouveau standard. La sensibilité paysagère qui ne dépendait que, euh, en gros, les coupes rases ne dépendaient que de sensibilité paysagère et sur ces volets-là, on a fait évoluer. On ne prend pas en compte que les sensibilités paysagères, on prend le sol. Le paysage a été redéfini, par exemple. Et après, il y a des grandes exigences qui débarquent, qui arrivent, qu'on n'avait pas du tout dans l'ancien standard, notamment la transformation, l'arbre hors forêt, qui sont des opportunités pour nous d'aller plus loin dans la certification. J'en ai très peu parlé lors des précédents webinaires, il y a des choses qui ne changent pas. Le standard sur le liège, il existait avant, il continue d'exister de la même manière. Et le liège, on est concerné en Occitanie puisque nous avons les Pyrénées-Orientales qui produisent du liège. Une grande différence. Et là, vous allez me dire pourquoi je vous parle de l'analyse de risque pour l'activité d'exploitation forestière. C'est quand même lié, parce que beaucoup d'exploitants, pour s'approvisionner en bois, font certifier les propriétaires. Sachez que maintenant, quand les propriétaires vont rentrer dans la certification, ils passent à la moulinette de l'analyse de risque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions dans le bulletin pour savoir s'ils répondent à nos exigences et avoir un minimum d'informations pour les valider, les faire entrer dans le système. Donc, le bulletin d'engagement que les entreprises ont connu sous un format A4 recto verso, ça va être 2 à 4 recto verso maintenant pour nous permettre de cocher un certain nombre de cases qu'on n'avait pas avant. Voilà, on va essayer de le rendre pédagogique, facilement lisible, aéré, et que ce soit pas trop dense et imbuvable, mais le bulletin sera un peu plus conséquent. En termes de traitement de dossier, notre base de données est devenue plus performante, mais on doit rentrer plus d'informations, ce qui a créé un petit embouteillage à l'entrée dans le système. Donc, les délais de traitement des dossiers propriétaires, et donc je le dis vraiment pour le volet entreprise, parce que du coup, ça crée une latence entre le moment où vous voulez acheter le bois PFC et vous l'exploitez PFC. On peut être jusqu'à 3 mois de délai dans certaines régions. En Occitanie, on n'est qu'à 1 mois de retard, mais je sais que nos voisins de Nouvelle-Aquitaine ont 3 ou 4 mois de délai. Voilà. Règle du jeu, parce qu'on voyait le petit cercle, donc analyse de risque, conformité, et bim, contrôle initial. Donc on va en parler du contrôle chez les exploitants et chez les propriétaires. La méthode de contrôle a été revue et c'est pas une retouche à la marge, c'est une retouche de fond. Donc je rentre dans le vif du sujet.
les règles d'engagement à PEFC pour les exploitants et les ETF. Je le dis aussi parce que ce n'est pas les mêmes modalités. Ça n'était déjà pas les mêmes actuellement, mais en 2026, on continue d'avoir des distinctions. Je fais niveau du plus simple au plus complexe. Les entrepreneurs de travaux forestiers, l'engagement se fait toujours auprès de nous directement, PEFC Territoire, site d'Occitanie, pour ceux qui ont le siège en Occitanie. Si vous avez le siège en Occitanie, mais que vous travaillez partout et pas en Occitanie, vous devez quand même vous faire certifier dans la région dans laquelle se trouve le siège. Bulletin d'engagement avec pièces complémentaires associées au bulletin, le CABIS, la levée de présomption et le paiement pour les 5 ans. Pour l'instant, la contribution à PEFC, c'est toujours 100 € par an à payer pour les 5 ans d'un seul coup, donc 500 €. Globalement, les modalités n'ont pas changé. Le seul bémol qui change, c'est le contrôle. Mais j'en parle après. Je reviens après sur le contrôle. Pour les exploitants, et là, je fais un petit focus parce que ça a changé. Je vous ai fait un super schéma. Enfin, non, PFC France vous a fait un super schéma. En gros, l'exploitant qui veut se faire certifier ou qui se fait renouveler, c'est pareil. Hein. Globalement, on est sur le même esprit et j'ai fait une slide dédiée au renouvellement. Donc là, je parle de celui qui rentrerait dans le système PFC pour la première fois. Il fait une demande de certification. S'il se trompe de porte et qu'il l'envoie à l'organisme certificateur, comme c'était pratiqué aujourd'hui, c'est pas grave. L'organisme certificateur nous le renverra à nous, site territorial. Donc maintenant, c'est PFC Territoire qui est la porte d'entrée numéro 1. On reçoit un dossier avec des informations administratives, les territoires d'activité. Et qu'est-ce qu'on fait? On planifie tout de suite une visite terrain complet, un contrôle documentaire complet qui permet d'évaluer et la partie documentaire, les contrats, les fiches de chantier, les déclarations, tout ce qui est associé à l'activité forestière. On ne parle pas de traçabilité, chaîne de contrôle, comment vous tracez vos quantités de matières certifiées au sein de l'entreprise. Non. On parle que de la partie documentaire associée à l'exploitation forestière. Celle qui est faite aujourd'hui, le contrôle forestier qui est fait par PEFC Territoire. À l'issue de ce contrôle, on va faire un rapport. Soit il y a des non-conformités majeures, il faudrait qu'elles soient levées sous 3 mois. Soit il n'y a que des mineurs ou pas de non-conformité, c'est encore mieux. Et nous passons le dossier à l'organisme certificateur qui va faire son audit. Chaîne de contrôle classique d'entrée, comme vous pouvez le connaître initialement. Et c'est ce dossier qui sera validé, tamponné par l'OC, qui partira à PFC France. Quoi qu'il en soit, le courrier de conformité, c'est PFC Territoire qui l'adressera à l'OC. Ce n'est pas à l'entreprise de faire son petit courrier, de traiter son rapport et d'envoyer les conclusions. Tout ça, on va mettre en place un process qui ira jusqu'à l'organisme certificateur. L'entreprise aura juste à prendre les rendez-vous avec les différents interlocuteurs au fur et à mesure. Voilà. Si jamais les non-conformités majeures ne sont pas levées dans le délai de 3 mois, on repart à zéro. Pour les renouvellements, et là, je vois pour les entreprises qui sont là, le renouvellement s'adressera à vous. Alors, je ne sais pas trop, pour les 2-3 qui sont autour de la table, je ne crois pas que ce soit pour l'année prochaine, je pense que c'est pour dans 2 ans. Donc, on aura le temps d'en reparler. Globalement, alors, si je fais le schéma dans sa bonne suite, encore une fois, la première étape, ce sera le contrôle forestier. C'est-à-dire, ma date d'anniversaire d'échéance de certification PEFC, c'est le 25 mars. Dès le début d'année, dès janvier, vous contactez, enfin nous, on aura la liste des entreprises qui vont renouveler, donc que ce soit vous ou nous, dans les 2 sens, ça va marcher. Sachant qu'on vous a déjà planifié, on sait déjà qu'on va devoir se voir sur le terrain. Donc, on doit se voir dans les 6 mois, plus ou moins la date d'échéance. Donc, ça veut dire, même 6 mois en avance, on ne vous grattera pas la date de certificat. C'est planifié, c'est organisé. Le rapport de contrôle, même si vous l'avez fini 3 mois avant, la date d'anniversaire, ce sera la date de début du prochain certificat, qui n'est pas d'arnaque sur la durée de 5 ans. On organise pareil, le contrôle complet, documentaire par rapport à la partie chantier, visite terrain avec les 1 ou 2 chantiers en cours terminés, qui nous permet, nous, de délivrer un rapport. L'OC, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. S'ils n'ont pas de nouvelles dans les plus ou moins 6 mois, ils considèrent que tout est OK et ils continuent. Par contre, il faudra, au moment de l'audit, chaîne de contrôle, qu'ils aient bien les conclusions du rapport. Alors, en gros, s'il n'y a pas de rapport de non-conformité, ils considèrent que c'est OK, mais il faudra quand même un courrier de la part de PEFC pour finaliser le renouvellement. En revanche, si jamais il y a des non-conformités,
impossible de renouveler tant que ces non-conformités majeures ne sont pas levées. Ce qui est important, toujours le délai de 3 mois. Si ce n'est pas levé dans les 3 mois, ça crée une suspension automatique de la chaîne de contrôle et du coup de la certification globale de l'entreprise. Voilà, donc c'est ce que je disais, là le parcours, tout va bien, enfin tout va pas bien. Mineur ou absence de non-conformité, le dossier passe à la suite des étapes, se fait certifier, recycler. Si jamais non-conformité majeure, délai de 3 mois pour répondre et permettre la suite du renouvellement de la certification. Si jamais il n'y a pas de réponse dans les 3 mois, suite à la levée des non-conformités majeures, enfin à la levée, suite au constat des non-conformités majeures, ce sera retrait du certificat de toute manière. Il faut être cohérent aussi sur le fait qu'on disait plus ou moins 6 mois par rapport à la date d'échéance. Globalement, après une expiration, s'il y avait des non-conformités majeures et qu'elles ne sont pas levées, le certificat aurait expiré et serait arrivé aux mêmes conclusions. Arrêt de la certification. C'est juste que les non-conformités majeures accélèrent le délai, c'est tic-tac pendant 3 mois. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'en termes de contrôle des entreprises, ça marche pour les ETF et les exploitants, il y a forcément un contrôle tous les 5 ans. Entrée dans le système, moment du renouvellement, comme on se fait certifier tous les 5 ans, on est voué à faire un contrôle complet, documentaire chantier, tous les 5 ans. En complément de ces contrôles, c'est pour ça que dans ma présentation, je déroule après l'engagement le contrôle à ces compléments de contrôle tous les 5 ans. On va devoir se voir, que ce soit les ETF ou les exploitants, pendant le cycle des 5 ans. Donc, soit c'est un rendez-vous que je prends directement avec vous, entreprise, et on va voir que le terrain. Le but, c'est de focaliser qualité terrain. Soit c'est pas un rendez-vous avec vous, c'est via mes contrôles propriétaires. Donc, en fait, je vais voir monsieur X. Sur cette propriété forestière, monsieur me dit, ah ben, j'ai une entreprise qui est en train de couper du bois. Et je tombe sur une entreprise certifiée. Et ben, le rapport de contrôle que je vais établir vaudra pour le propriétaire, mais vaudra aussi, les constats vaudront pour l'entreprise. L'entreprise n'aura pas été informée, mais ce n'était pas de ma volonté. C'est que, bonne surprise, j'ai eu un chantier. Ça a une valeur, comme ça, je ne vous embête pas avec un autre rendez-vous. Ce rapport, je vous l'envoie. Et si jamais il y a des écarts, il y aura une contre-visite à faire obligatoirement, organisée, planifiée avec l'entreprise. Si tout va bien, ben c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Elle reçoit son rapport et on n'a pas besoin de replanifier un rendez-vous pendant le cycle de 5 ans. C'est OK, c'est clôturé. Si jamais je n'arrive pas à avoir un chantier pendant le cycle de 5 ans de façon spontanée avec les propriétaires, l'année avant le renouvellement de l'entreprise, on sera obligé de se planifier un rendez-vous. Et encore une fois, c'est ce que j'espère être clair, ce n'est pas un rendez-vous complet comme à l'entrée tous les 5 ans, c'est un contrôle dédié terrain. Donc, on donnera rendez-vous pas au siège, mais directement sur le terrain, sur le chantier. Un chantier que j'aurai sélectionné en cours, sur lequel il y a soit des prestataires, soit des machines qui travaillent. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça n'existait pas, ce qui fait que les entreprises qui étaient contrôlées à minima une fois tous les 10 ans seront contrôlées à minima une fois tous les 2 ans et demi, enfin dans la moyenne. Donc on fait x4 quand même le nombre de contrôles des entreprises. C'est important pour nous d'être plus présents sur le terrain, puisqu'on a vu que c'est notre présence sur le terrain qui fait la plus-value et la force de PFC Territoire et du système de PEFC en France. D'où le fait de renforcer ce volet-là et de ne pas laisser le lien se perdre en 10 ans. Je vais essayer de privilégier quand même les exigences qui n'étaient pas dans le standard actuel. Même si je vous ai mis un certain nombre de slides sur ce qui n'a pas bougé, je les ai mis, ce que j'ai fait ressortir dans ces slides, c'est souvent ce qui fait l'objet des plus gros, enfin, pas des plus gros, mais des écarts les plus fréquents. La contractualisation. Il manque, je ne dirais pas systématiquement, mais dans 75% des cas, les mentions associées à PEFC. C'est-à-dire le numéro du propriétaire, est-ce qu'il est certifié, oui, non, et s'il est certifié, le numéro de certification de PEFC du propriétaire. C'est important pour la traçabilité et la chaîne de contrôle. Il manque souvent les exigences associées à PEFC, le respect de ces exigences. Que ce soit le propriétaire qui signe un contrat avec l'exploitant, celui qui achète les bois, ou que ce soit l'exploitant qui mette en place un contrat avec un prestataire de travaux, ou un propriétaire avec un prestataire de travaux, dans ces contrats, on doit retrouver 3 mentions. Qui est certifié et le numéro des PEC de ceux qui sont certifiés.
Est-ce que, est-ce que la personne qui travaille en forêt PEFC s'engage à respecter les exigences PEFC? Une entreprise qui est PEFC, qui fait travailler un prestataire non PEFC, se doit de faire appliquer ces règles du jeu à ses prestataires. Donc ça doit être marqué dans le contrat, c'est la deuxième mention. Et la troisième, c'est comment sont traités les rémanents de coupe, c'est-à-dire souches et menus bois. Tous les petites branches qui n'ont pas de valeur économique du point de vue de l'acheteur, mais qui ont une valeur environnementale pour la forêt. Donc ça doit être, ces trois mentions doivent apparaître sur le contrat. Pour les rémanents, vous pouvez dire laisser sur place à partir de 7 cm fin bout, ou mise en andin, ou broyer. Dans le nouveau référentiel, il y a encore un débat sur le devenir des rémanents, qui normalement, maintenant, il y a interdiction de l'exploiter dans le nouveau standard. Mais cette question est encore sur la table. Je reviendrai vers vous en 2026 dès que ça aura été tranché. Ensuite, les démarches administratives associées au chantier, donc c'est-à-dire déclaration d'ouverture de chantier, des ICT, des T, fiches de chantier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de moins en moins source d'écart sur le terrain. Ça veut dire que c'est de mieux en mieux appréhendé par les entreprises, c'est une bonne chose. La gestion des déchets, c'est pareil, l'obligation de traçabilité. C'est pas la mauvaise gestion des déchets qui pose problème, c'est le fait qu'il n'y ait aucune trace du recyclage des déchets, des huiles, les flexis, les filtres. C'est déposé en déchetterie, c'est récupéré par des entreprises. En général, les entreprises ne pensent pas à demander des bons d'enlèvement ou des tampons quand ils déposent en déchetterie. On a besoin d'une traçabilité. Même si c'est une traçabilité autodéclarative sur un carnet, ça reste une traçabilité qui est imposée par le système de certification PEFC. Sur tout ce qui est volet hygiène et sécurité. Alors, je fais un focus énorme sur ce sujet-là, parce que je vous l'ai expliqué, mais PEFC, c'est aussi bien environnement, économique que sécurité sociale. Sur le volet social, et souvent on a des gros problèmes par rapport à ça, les formations premiers secours ne sont pas prises au sérieux. Très peu de prestataires sur le terrain les ont faites. Souvent, ils l'ont faite il y a 10 ans, elle n'a pas été recyclée, et pour autant, c'est ces gestes de premier secours qui sauvent des vies. Ok, il y a les bons réflexes, les équipements de protection individuelle, la trousse de secours. Néanmoins, c'est l'application correcte des gestes de premier secours qui peuvent sauver des vies dans les premières minutes après un accident. Et j'invite, je pense qu'on n'a jamais trop fait que de répéter ces gestes, parce que quand on est en situation de crise, souvent on les oublie, on les pratique pas bien. Et donc, se faire une petite formation tous les 2 ans pour rabâcher le message ou même juste l'actualiser, parce que en 4 ans, je trouve que le message sur les gestes de premier secours a encore évolué. Bon, il ne fallait pas faire de garrot, on est revenu au garrot. Quoi qu'il en soit, la formation premier secours a imposé aux prestats et aux salariés qui travaillent en forêt, à 100% des personnes qui travaillent en forêt. Bon, la trousse de secours est encore une obligation. Je ne vais pas revenir dans le détail de tout ça, mais la formation aux gestes de premier secours, c'est hyper important. Les exigences PEFC. La relation donneur d'ordre prestataire a changé. Ça, c'est un énorme changement. Relation donneur d'ordre prestataire évolue. Aujourd'hui, en standard actuel, globalement, c'était pas bien précisé. Demain, un prestataire n'est pas PEFC, travaille avec un donneur d'ordre PEFC. Si jamais ce prestataire ne travaille pas bien, c'est le donneur d'ordre qui met en péril sa certification PEFC parce que c'est au donneur d'ordre PEFC qu'on va demander les actions correctives. Si, en revanche, le donneur d'ordre fait travailler un prestataire PEFC ou reconnu par un système qualité PEFC, au moment d'un écart constaté chez le prestataire, c'est le prestataire qui va devoir mettre en place les actions correctives et qui va du coup remettre en question sa certification. Le donneur d'ordre sera épargné si ça ne relève pas de son champ de compétences. Je donne un exemple, la fiche de chantier, c'est au donneur d'ordre de la transmettre à son prestataire. Donc, s'il n'y a pas de fiche de chantier, je ne vais pas imputer le prestat, je vais mettre la non-conformité et l'action corrective au donneur d'ordre. En revanche, si il y a des ornières, si le panneau de chantier n'est pas affiché en forêt, c'est ce qui relève de la compétence du prestataire. Et donc, c'est le prestataire qui prendra une non-conformité majeure avec une action corrective associée. Ça ne remettra pas en question la certification du donneur d'ordre. Donc, dans cette nouvelle mouture PEFC, j'invite les donneurs d'ordre à prendre une stratégie différente de celle qui était appliquée aujourd'hui, soit à faire travailler 100% de prestataires certifiés, soit à mettre des moyens un peu plus musclés pour qu'ils appliquent correctement les exigences PEFC. Donc, Kevin, il y avait une question. Est-ce qu'elle est en lien avec les slides? Existe-t-il une attestation d'engagement au respect des règles de gestion durable pour les ETF qui interviendraient
pour un exploitant pour ce nouveau standard. Une attestation type, un modèle, c'est bien ça? Oui, c'est Les nouveaux... une attestation qu'on pourrait intégrer aux conventions de sous-traitance annuelles, par exemple, sur le même principe qui existait sous l'ancien standard, qui permettrait de Oui, justifier un engagement de la sous-traitance sur l'année et pas sur une prestation. Voilà. Je sais que ça bah, existait sous l'ancien standard. Je ne l'ai pas trouvé sous le nouveau, c'est ma question. oui, elle existe encore. Mais s'il n'est pas certifié PEFC, en fait, si tu signes cette attestation via ton contrat, tu seras contraint de remettre en question à chaque fois ta certification. Ça n'a pas la même valeur que s'il est certifié avec un numéro PEFC chez nous. Oui, j'entends bien, mais c'est parce que justement, ça concerne les ETF qui ne sont pas, ou en Oui, tout tout à cas, fait. non certifiés. Voilà. Tous les Bon. modèles vont être actualisés et disponibles. Pour l'instant, les formulaires d'adhésion sur le nouveau standard, encore une fois, notre transition va commencer qu'à partir de février. Donc, tous Mhm. ces outils ne seront disponibles qu'à partir de février. Parce que si on les met en place avant, il risque d'y avoir une confusion des outils qui ne vont pas arriver dans un bon délai. Donc, tout ça arrivera à partir de février. Quid des formulaires spéciaux pour les entreprises qui sont sous convention entité? On va continuer tout ça, les conventions entreprises avec les facilitations de paiement sur l'engagement des participants associés à ces entreprises-là. On maintient, tout est maintenu. On va juste actualiser avec les nouvelles références. Merci. Avec plaisir. Bon, ce qui évolue pas, et là je ne rentre pas dans le détail parce que ça ne fait pas trop l'objet de non-conformité au quotidien, ça, soit la maîtrise sur les sols ou sur les milieux humides et tous les équipements forestiers qui sont associés, ça reste en vigueur. Il n'y a pas de changement sur le sujet. Euh, donc, c'était ma slide pour rappeler le lien contractuel donneur d'ordre et ETF. J'espère que j'étais assez claire. C'est le plus gros changement de ce nouveau standard. La contractualisation n'a pas changé, hein. Obligation de contrat, pas de travail au droit. Ce qui change, et les exploitants sont peut-être un peu moins touchés par ça, c'est toutes les activités qui se passeraient en forêt, qui aujourd'hui ne faisaient pas forcément l'obligation de documents écrits. Je parle par exemple d'accueil du public, de mise en place de ruchers en forêt, de chasse donnée à titre gracieux. Ça doit être cadré par des documents écrits, que ce soit un bail, une convention, un contrat, même s'il n'y a pas d'échange monétaire dans le cadre de ce partenariat, de cette activité, il faudra que ce soit cadré par un écrit et que ces écrits fassent référence à PEFC et au respect des exigences PEFC. Euh, Ce qui évolue, les coupes rases. On en parle parce que du coup, les exploitants sont directement concernés. Il y a des coupes rases, il y a une notion maintenant de seuil. Enfin, elle existait déjà, mais elle est beaucoup plus stricte. Elle a été précisée. La limite de coupe rase, c'est 2 hectares en zone de montagne, donc pente supérieure à 30%. Ces 2 hectares concernent le propriétaire à l'échelle de son massif, mais concernent l'exploitant à l'échelle du volume de sa coupe. C'est-à-dire que si moi j'arrive, je contrôle un exploitant, il m'a fait une coupe de 4 hectares, mais c'était 2 propriétaires différents, mais les 4 hectares se touchent, l'exploitant ne sera pas conforme avec le standard. Ça n'existait pas, cette notion de massif sur le précédent standard, et maintenant elle est intégrée dans celui-ci. Le seuil est rehaussé à 5 hectares en zone de plaine, et on peut déroger à ce seuil de 5 hectares dans le cadre de diagnostic, c'est-à-dire une documentation explicite et que ce soit cadré par un document de gestion durable, on peut passer à 10 hectares. Je vous rassure tout de suite, les exploitants, font exception à ces seuils, les peuplements résineux monospécifiques. Donc une coupe de Douglas, pure Douglas, de 15 hectares, serait en phase avec notre référentiel. Je précise aussi sur les hectares. Il y a une notion aussi qui a été rajoutée dans le prochain référentiel, c'est la notion de continuité spatio-temporelle, on va le dire comme ça, j'ai l'impression d'être en film de science-fiction là. En gros, il n'y a pas qu'une notion de parcelle attenante qui rentre en compte, mais une notion de temps et de régénération acquise. Je coupe 2 hectares en 2024, je coupe 2 hectares en 2025, je coupe 2 hectares en 2026. Si c'est un peuplement mélange pas monospécifique résineux, et que je n'ai pas régénéré, enfin que le propriétaire n'a pas de régénération acquise sur une de ces parcelles-là, on arrive sur un bloc d'un seul tenant de 6 hectares, même si ça n'a pas été coupé la même année. Parce que il faut que l'unité, en fait, ce qui casse l'unité d'un seul tenant, c'est la régénération acquise, le fait qu'il y ait un couvert forestier qui soit arrivé sur ce sol. Donc, attention à réfléchir à ça quand
les coupes sont planifiées dans le temps, que le sol et la régénération acquise, on est purement sur la définition IFM. Pensez à intégrer que, avant de réintervenir, vérifier que le sol bénéficie d'une couverture boisée. Voilà, je vous mettais un petit schéma. Là, c'est possible de couper en 2026 parce que en 2024, la parcelle qui avait été coupée est acquise en termes de régénération, soit régé naturel, soit plantation. Donc, il n'y a pas que l'histoire de parcelle attenante ou pas, il y a aussi l'histoire de couvert sur le sol. Je pensais que je vous en avais mis d'autres, mais non, c'est fini, ça y est. J'ai tout balayé. J'ai pas rebalayé la transformation. C'était un sujet qui a fait beaucoup débat. Il y a un webinaire avec un replay sur le sujet transformation dans son ensemble, les outils. Je ne reviens pas dessus parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'est quasi inexistant, la transformation sur le territoire Occitanie notamment. Il y a très très peu de cas, parce qu'en fait, dans le standard, il y a énormément d'exceptions sur la transformation, ce qui n'est pas considéré comme de la transformation. Donc, on peut faire des changements d'essence sans que ce soit considéré comme de la transformation. Et finalement, tous les cas dont j'ai entendu parler de pseudo-transformation n'est pas considéré comme de la transformation dans le standard et donc tout à fait autorisé et certifiable. Et souvent, les exploitants sont moins concernés par la transfo, ils sont plus concernés par la coupe avant la transfo. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de focus dans ce webinaire-là, mais je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller réécouter le webinaire numéro 4. Je vous ai mis le lien. Là, il y a un super petit lien. C'est un outil qui a été mis en place avec PEC France qui permet de prendre en main le nouveau standard de façon un peu plus ludique et surtout qui permet de l'aborder en fonction de votre niveau de compétence sur le sujet certification PEC. Vous ne maîtrisez pas, hop, il y a des grands items, vous maîtrisez super bien le sujet, vous pouvez rentrer dans le détail avec des illustrations, des questions. Sur tout ce que j'ai blablaté pendant une demi-heure. Je me permets de la poser. Est-ce que je peux me permettre de poser la question vu le nombre de questions en ouverture pleine comme ça? Le donneur d'ordre a jusqu'à présent un devoir d'information, en tout cas sur la partie réglementaire et légale sur ses obligations hygiène et sécurité, auprès de son sous-traitant. Sous ce nouveau référentiel, il a un devoir de résultat, si j'ai bien compris. Ça veut dire que non seulement il doit informer son sous-traitant sur les attentes en termes d'hygiène et sécurité sur son chantier, mais en plus, il doit garantir un résultat sur ces informations, c'est ça? Il doit s'assurer qu'effectivement, le respect de ces exigences est opérationnel. Il n'y a pas que l'information maintenant, il y a la vérification. Ouais. Jusqu'à présent, si je résume et je traduis, jusqu'à présent, nous, donneurs d'ordre, étions obligés d'informer le sous-traitant qui devait être formé SST pour accéder à un chantier forestier. Demain, pour accéder à un chantier PEFC, non seulement il doit être informé, mais il doit l'être. Il doit l'être, exactement. Par exemple, en termes de conditions, et c'est ce que j'invite à faire à tout le monde, c'est que maintenant, dans le pool de documents à l'entrée, l'attestation SST doit faire partie des documents obligatoires. Pas d'attestation, pas de contrat abouti. Ou alors, vous pouvez jouer avec le feu, attendre un contrôle et que la sanction tombe, mais moins drôle dans ce sens-là. D'accord. Juste question comme ça, est-ce qu'on sait le pourcentage d'entreprises de travaux forestiers aujourd'hui qui sont formées SST en Occitanie? Bonne question. J'en sais rien du tout. Rien du tout. Ça pourrait être intéressant de le savoir. On va lancer une enquête. Fibois, vous avez noté, hein? Monsieur Vavasseur, à bon entendeur. 100%, comme c'est la réglementation et que tout le monde respecte la réglementation. La question est bête, tu as raison. Non, mais après, Kevin, pour te rassurer, franchement, il y a 2 ans, quand j'allais sur le terrain, je ne la posais même plus la question, je la mettais, la note sur la grille. Et maintenant, quand ils me voient arriver, ils me sortent la petite carte. Genre, des personnes que j'ai vues il y a 4 ans qui ne l'avaient pas, maintenant, ils me sourient sur le terrain et ils sortent la petite carte. Je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Je dirais pas 100%, même si Fred est convaincu que 100% en rigolant. Je pense qu'on est à plus de 50%, mais bon, on est très très loin des 100% quand même. Frédéric? Oui, non, c'était peut-être, puisqu'on parlait du SST, c'est peut-être donner d'exemples d'écarts ou de non-conformité que tu rencontres le plus souvent lors des contrôles. En termes documentaires, vous l'aurez compris, c'est l'absence de mention sur les contrats, l'absence de SST. Par contre, sur la partie terrain, bonne pratique terrain, c'est les ornières. Les ornières et les traversées de cours d'eau. On a une
il y a une très très mauvaise maîtrise, j'allais dire, soit c'est pas une maîtrise, je pense que c'est plutôt une volonté, l'inadaptabilité aux conditions climatiques, au sens où on force, là il faut sortir le bois, on a des urgences, des réalités financières qui font que souvent les chantiers sont arrêtés pardon, trop tard et il y a déjà eu une détérioration des sols. Alors la plupart des entreprises me disent mais c'est pas grave, on va remettre en état. La forêt se souvient, une fois un sol tassé, quand c'est dans les parcelles et que c'est pas sur les voies de vidange faites pour ça a un impact à long terme, ce qui m'embête un peu. Et pour le sujet des cours d'eau, je pense qu'il y a une absence de prise au sérieux du sujet, au sens j'ai un bois, je traverse, tant pis, c'est pas grave, on le verra pas. Les rémanents sont dedans, bah c'est 3 branches, je le sors, j'ai fini mon chantier. PFC, c'est pas comme ça qu'on considère une bonne qualité d'exploitation. Et c'est, je pense, l'écart le plus récurrent en 2025, ça a vraiment été ça, rémanent dans les cours d'eau et circulation à proximité et dans les cours d'eau. Pour rappel, la loi dit circulation à plus de 5 mètres des cours d'eau. C'est pas que dans le cours d'eau, l'absence de circulation, c'est aussi sur les bords de cours d'eau. Et souvent, quand on fait attention au cours d'eau, on fait pas attention aux bordures. La destruction avec le poids des machines, à 5 mètres, on impacte déjà les berges. Hein. Donc voilà, si je réponds à ta question, Frédéric, c'est ça globalement les non-conformités les plus rencontrées. Après, elles se soldent assez bien. La remise en état se fait très très bien. Mais c'est juste que du coup, quand il y a une non-conformité terrain, et oui, j'ai peut-être pas insisté là-dessus, quand il y a des non-conformités majeures terrain, il y aura systématiquement des contrôles, des contre-visites terrain à la charge des entreprises. Donc dès lors qu'on va constater une non-conformité ornière, une non-conformité destruction de milieux humides, ou même des non-conformités documentaires, il y aura systématiquement un deuxième contrôle. Alors pour la partie documentaire, pour l'instant, c'est pas facturé, mais dès que lors qu'on a besoin de se redéplacer sur le terrain, ce sera à la charge de l'entreprise. Il y aura un devis, il y aura une transparence totale sur ça, mais c'est notre nouveau fonctionnement. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, j'avais une question dans la FAQ, dans la foire aux questions, Coralie, au sujet des travaux Vas-y. forestiers, une question de Didier Lambrec. Attends, je vais te la lire et Didier pourra clarifier si jamais la question n'est pas claire. Donc, avez-vous un document avec un format préétabli de commande de travaux dans lequel on retrouve l'engagement sur les exigences PEFC et même question concernant les forêts de moins de 10 hectares avec l'engagement à respecter le SRGS? Par rapport au respect du SRGS, on n'a pas de mention type. En gros, ce point-là, on regarde par rapport à ce qui est préconisé et ce qui est fait sur le terrain. Il n'y a pas de mention particulière à mettre dans les contrats. Pour ce qui est des respects des exigences PEFC, si je comprends bien la question, on a nos mentions types. C'est celles que vous allez retrouver dans les attestations, mais si jamais il faut la mention en texte Word, ça peut être donné. Moi, je les ai déjà rédigées. Hein. Elles sont intégrables en l'état à copier-coller dans les contrats. Ça fera partie des choses qui seront données à partir de février, Ouais, comme tu disais. ouais. Ah, C'est la c'est- mallette, ouais. Après, Parce les que mentions, clairement, on globalement, est demandeur de tout ce qui est prêt à l'emploi, quoi. c'est rédigé, Donc, oui, bien sûr. j'ai pas bien compris ta réponse sur le SRGS. Il n'y a pas de mention type, en fait, si tu veux. La Ouais. vérification du respect du SRGS, c'est du constat terrain. Ah, d'accord, Les contrôleurs ont la maîtrise du SRGS. Et quand on voit d'accord, sur le terrain, c'est soit en phase, soit pas en phase. Il n'y a pas de sensibilisation d'accord, particulière. d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, merci. Avec plaisir. Et donc, toute la mallette d'outils, je pense que je vous proposerai soit un webinaire, soit un mail avec une boîte partagée avec tous les outils. Parce que pour l'instant, sur le site internet, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la restructuration PFC Occitanie, il n'a plus de site internet propre. Tout a été rebasculé sur le site de PFC France et sur le site de PFC France. Notre message est plus diffus et difficile à trouver. Donc, on fera sans doute des liens avec des boîtes à outils tout regroupées et qu'on diffusera aux entreprises, aux prescripteurs terrain, aux gestionnaires, aux partenaires. Et je mets de côté les propriétaires parce que les propriétaires, vous allez recevoir des mails dédiés ou des documents papier par la poste avec ce qui vous concerne et ce qui vous est utile. Donc, c'est pour ça, là, comme le webinaire était dédié aux entreprises, j'ai pas trop parlé du sujet propriétaire, mais les propriétaires recevront aussi la doc dédiée propriétaire directement sur les adresses concernées. Mais tout ça,
Pas avant le 1er février. Laissez-nous encore un peu de temps pour tout fignoler. Très bien. Y a-t-il encore des questions? Et sinon, je vous propose de conclure maintenant. Donc, oui, on est arrivé au terme du webinaire, du dernier webinaire des 6 webinaires donc de la série. Donc, Et que n'hésitez vais-je pas à faire aller. le jeudi soir? Bon, jeudi prochain, c'est Noël. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir les replays si jamais vous en avez loupé certains. On va vous faire un retour avec le lien vers le replay, vers les différentes ressources associées au webinaire, ainsi qu'une enquête de satisfaction, donc n'hésitez pas à y répondre. Encore merci du coup pour votre présence et pour votre attention. Et du coup, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on espère vous retrouver motivés l'année prochaine donc pour appliquer ce nouveau standard. Bonne soirée, au revoir. On se retrouve en forêt. Au Bonsoir. revoir. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous.